Bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce pour cette nouvelle année qui démarre. Nous accueillons Bernard Poignant. Bonjour. Un peu tard pour se souhaiter une bonne année. Non, mais je vous la souhaite, et à vos lecteurs du Télégramme et à vos auditeurs de TBO. Alors, rappelons que vous avez été député maire de Quimper pendant de longues années. Eh oui, Hein, trop longtemps pour 20 ans. certains. 18 ans maire et 31 ans au conseil municipal. Voilà, vous avez été député européen aussi. 10 ans, Vous avez été conseiller de François Hollande. 5 ans. Et vous avez une formation d'historien. Pour vous interroger, Samuel Petit, Bonjour. qui est directeur des rédactions du Télégramme. Donc moi, j'ai un peu envie de vous dire, on a vécu en cette fin d'année 2025 une forme de retour au régime des partis, Oui. à la 4e République. Oui. C'est un peu pathétique quand on voit finalement qu'il y a une volonté des députés d'abord de sauver leur place, Oui. plus que de se soucier de l'intérêt du pays. Ça déroute les Français, hein. Les comportements de ces derniers mois, c'est la 4e République qui rentre dans la 5e. Tant qu'il y avait des vraies cohabitations, le président était face à une assemblée qui avait sa majorité. Il y en a eu 3 comme ça. Le système marchait. Le système ne marche plus dès lors que le président a face à lui ou à côté de lui une assemblée qui n'a pas de majorité. Et quand il y a eu le Front républicain pour empêcher l'extrême droite de gagner, ce que je peux comprendre, auquel j'adhérais, il aurait fallu que ceux qui ont empêché se mettent d'accord pour gouverner. Et je pense que faire front électoral pour empêcher doit déboucher sur front gouvernemental pour faire. Et du coup, on a assisté à ce terrible marchandage qui fait que les partis politiques sont devenus des partis syndicaux. Ils ont des revendications, obtiennent des victoires, et petit à petit se construit un budget, Et non plus ou moins. non plus de colonne vertébrale, Samuel Petit. Alors, dans ce contexte et dans cette impasse, est-ce qu'une dissolution est totalement évitée aujourd'hui? Non, alors je pense qu'elle n'est pas souhaitée, mais elle peut arriver. Parce que... Encore. Oui, parce Malgré la loi spéciale. Alors, ça va dépendre du budget de l'État, parce que ou bien le budget de l'État est adopté sans 49.3, puisque les socialistes et les écologistes s'abstiennent, parce qu'il faut les deux. Ou bien, si c'est impossible, moi je suis partisan que le gouvernement n'hésite pas à utiliser l'article du 49.3 pour que la France ait un budget. Le pire, ce serait de le renverser. Pourquoi faire ? Pour retrouver les mêmes problèmes, et puis, ou bien alors de continuer sur la loi spéciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget. C'est-à-dire qu'on, de mois en mois, on fait les 12e mensuels, comme on a fait sous la 4e République, et moi ça me désespère, et je pense que ça désespère, même ça dégoûte une partie des Français de voir ce spectacle. Il faudrait que ça s'arrête et qu'il y ait un peu de raison qui arrive en ce début d'année, au mois de janvier. Alors, il y a un événement important qui se déroule, c'est le procès en appel de Marine Le Pen. Est-ce qu'il est légitime, selon vous, que les juges puissent empêcher la présidente du rassemblement, enfin du groupe RN à l'Assemblée nationale, de se présenter compte tenu du score très important, 35% des voix, qu'elle représente? Alors, le Rassemblement national, de toute façon, personne ne l'empêchera d'avoir un candidat. C'est pas le procès qui se déroule n'est pas le procès du Rassemblement national. Il est le procès des dirigeants du Rassemblement national. Et si Madame Le Pen est empêchée par la loi, selon la décision des juges, eh bien, il y aura une autre personne qui sera candidate. On a connu des situations dans le passé. Alain Juppé a été frappé d'inéligibilité. C'est la raison pour laquelle Nicolas Sarkozy a relayé. Moi, j'ai connu Henri Emmanuelli devant démissionner de ses mandats, et puis les reprenant quand l'inéligibilité est passée. Donc, je crois qu'il ne faut pas confondre Madame Le Pen, qui est la dirigeante du groupe, pas du parti. La dirigeante du parti, c'est M. Bardella. Il aura un candidat, ce parti, et c'est normal. Je trouve que c'est tout à fait normal qu'un parti qui est dans la République, qui est légalement dans la République... un parti républicain pour vous? C'est un parti dans la République.
Alors justement, vous parlez de Jordan Bardella, ça serait le candidat qui remplacerait Marine Le Pen. Il émerge, il est à 30-35% dans les sondages sur un premier tour à la présidentielle. On découvre les limites de ce garçon, malgré tout, on l'a vu à la télévision. Qu'est-ce que ça dit de notre époque qu'un garçon de 30 ans qui n'a jamais dirigé quoi que ce soit puisse émerger dans un sondage présidentiel ? D'abord, ça dit que tout est désormais possible. Tout est désormais possible. Moi, je suis un vieux politique, et donc je n'ai pas du tout cette image de la présidence de la République. Je pense que la présidence de la République, c'est le sommet de la France. Ça suppose un parcours. Déjà, celui d'Emmanuel Macron ne correspondait pas à ma propre vision, c'est-à-dire un long parcours dans un grand parti, dans des élections parlementaires, locales, sénatoriales, législatives pour l'Assemblée. C'est ça mon image du président qui arrive au sommet avec une connaissance des rouages de l'État et du rouage des institutions. Là, écoutez, je ne sais pas quoi vous répondre, mais je suis un peu tout à fait étonné qu'un garçon qui a 30 ans, qui ne connaît pas les rouages de l'État, qui a fait une année de licence de géographie. C'est devenu une rockstar. C'est devenu une rockstar. Et il touche les jeunes, notamment est-ce qu'il à aura travers du TikTok. Est-ce qu'il aura du mal à dissimuler les incohérences du RN, malgré tout ? Le programme politique, la réforme des retraites, même l'immigration, le traitement de l'immigration. Il va arriver. Alors, vous savez bien que la campagne électorale des présidentielles, elle est démarrée. Mais pas tout à fait démarrée dans la tête des électeurs. C'est la campagne présidentielle, au moment où l'électeur cristallise son vote, c'est très court. C'est un mois et demi avant. Je peux reprendre toutes les élections depuis 1965. Je prends celle de Gaulle, à titre d'exemple. 4 novembre 1965, De Gaulle annonce qu'il est candidat. 70% des voix, par les sondages. Premier tour, 4 semaines après, 45%. Donc, je peux reprendre toute une série, et là, si c'est Jordan Bardella, il aura à ce moment précis les réponses à faire, et les Français auront dans leur tête à qui je confie la France pour 5 ans. Qui va être face à Trump ? Qui va être face à Poutine ? Qui va être face à Xi Jinping ? Et ces questions-là, parce que je pense que pour la première fois, depuis longtemps, les questions internationales et les questions européennes auront sans doute plus de présence dans l'électorat que d'habitude. Mais malgré tout, ça nous renvoie aussi au bilan d'Emmanuel Macron, qui lui-même était peut-être pas aussi jeune que Jordan Bardella. Mais il avait un parcours déjà dans l'État. Il avait un parcours dans l'État, et on voit quand même les faiblesses de sa gestion, hormis peut-être la première année où des mesures ont été prises, et puis ensuite une réforme des retraites qui n'a pas été appliquée. On a quand même l'impression que nos dirigeants sont un peu débordés à la fois par la mondialisation, il y a eu différentes crises sanitaires, la crise financière avant ça, et maintenant une crise en Europe, et puis surtout une incapacité à réformer l'État. Diriger la France, je pense aussi d'autres pays, la mondialisation est un choc pour un pays comme la France, un vieux pays. C'est un choc. Les réseaux sociaux sont un autre choc. Ils ont commencé non pas avec Macron ni Hollande, mais du temps de Sarkozy. C'est pas Sarkozy qui en est le responsable, mais ça a commencé après Chirac. Souvenez-vous de Chirac, on se moquait de lui, il ne savait pas utiliser son mulot, sa souris. On se moquait. C'est vrai. Mais après arrivent les réseaux. Et là, je pense que c'est devenu très difficile de présider et de gouverner, comme vous le dites, dans un monde où les problèmes sont, j'allais dire, mondiaux, même plus qu'européens, qu'ils soient financiers, sanitaires, militaires, etc. C'est beaucoup plus qu'européen. Et avec la pression constante, à la fois des chaînes info de télévision, mais pire que les chaînes info, les réseaux sociaux, parce que les chaînes info que moi je regarde pour certaines d'entre elles, on arrive à commenter les réseaux sociaux elles-mêmes. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu d'ailleurs que le président de la République, il a marqué ça dans ses vœux, ouvre la régulation de cette affaire, comme l'a fait Thierry Breton, qui s'est fait privé de visa pour aller aux États-Unis, de manière tout à fait scandaleuse, mais diriger et présider dans ces conditions-là,
Est-ce que Mitterrand aurait tenu 2 mandats avec les réseaux sociaux? Non, je pense que Mitterrand n'aurait pas... De Gaulle non plus, je crois, du tout. Et Mitterrand a été sauvé, si on peut dire, pour faire deux septennats par 2 cohabitations. Mais l'art de gouverner devient de plus en plus difficile. Et on voit aujourd'hui les GAFA, les Amazon, Google, tous ces géants de la Silicon Valley qui prétendent même gouverner au-dessus des États. Bien sûr. Et derrière Donald Trump, qui est en train de faire une révolution conservatrice aux États-Unis, il y a ces prédateurs, en fait, que sont les GAFA. Tout à fait. On a déjà dit ça, souvenez-vous, du temps des multinationales. On disait, les multinationales, on arrive à avoir des chiffres d'affaires qui dépassent les budgets des États et qui, étant présents sur toute la planète, on arrive à être plus important que les États. Et aujourd'hui, les fameux GAFA, c'est la même chose, j'allais dire en pire, parce qu'elles rentrent dans votre vie privée de manière plus intense. C'est la raison pour laquelle l'Europe a pris 2 directives, DSA, Direct Service Act, et DMA, Direct Market Act, à l'initiative de Thierry Breton, pour réguler cette affaire. Et c'est ça qui lui reprochait. Oui, c'est là qu'il lui reprochait. Samuel avait une question sur le régionalisme. Oui, parce qu'on peut se demander si c'est la réponse. Dans ce contexte, on voit bien qu'il y a une montée des identités, une montée des communautarismes. J'ai lu votre tribune dans la tribune dimanche de fin décembre, je crois, sur cette montée des identités régionales. Vous évoquiez d'ailleurs, je crois, avec un universitaire alsacien, un universitaire corse, le jacobinisme régional. Oui, mais vous parliez d'autre chose qui était l'ingérence étrangère, les ingérences étrangères dans l'instrumentalisation de certaines identités régionales. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, parce que c'est arrivé, je crois que c'est l'Azerbaïdjan qui a sur la Nouvelle-Calédonie. Oui, mais je me méfie de ça. C'est pour ça que je suis dans une phase personnelle d'évolution, en me disant qu'aujourd'hui, il faut que la France reste solide. La France reste solide et il ne faut pas qu'elle soit écartelée. La France n'est pas une addition d'autonomie régionale. Ce n'est pas une addition de communauté ethnique. C'est une unité, c'est une république de citoyens soudés par des valeurs universelles. Et il faut faire attention à garder ça précieusement dans le monde d'aujourd'hui, parce la France va être, à mon avis, très attaquée. Parce que la France, elle a une histoire, elle a un parcours, elle a des idées, elle a des règles, elle a diffusé au monde un certain nombre de grands principes et elle va énerver un certain nombre... Il n'y a pas que la France, la social-démocratie est très attaquée, d'abord parce qu'elle gouverne depuis longtemps, parce qu'effectivement on voit qu'elle n'arrive plus, elle est épuisée, elle a beaucoup d'idées et elle a du mal à résoudre les problèmes de l'heure. D'ailleurs, vous-même, vous avez publié dans la revue Commentaires un long article sur l'Europe et sur la manière dont, au fil des décennies, différentes solutions avaient été recherchées pour essayer de trouver un apaisement des conflits. Maintenant que la guerre est en Europe, on ne sait plus très bien quoi faire. Alors, ça se passe un peu au-dessus de nous. Oui, et ma crainte, et heureusement pas un pronostic, c'est que je me suis toujours dit... Dans l'histoire de l'Europe, c'est 2000-2500 ans de bataille et de guerre, en gros. Et qu'est-ce qui se passe après 1945 ? Un long moment de paix. Rare sur le continent européen. Va-t-il durer ? Quand on voit les 3 empires, l'empire américain, avec Canada, Groenland, Panama, etc., Venezuela, golfe du Mexique devenu golfe d'Amérique, la Russie qui veut l'Ukraine, qui a tenté la Géorgie, qui s'intéresse à la Moldavie, qui aimerait bien les pays baltes, et puis évidemment le Chinois qui a pris repris Hong Kong, annexé le Tibet, opprimé les Ouïghours, qui vise Taïwan. Donc vous avez 3 empires. 3 empires qui sont pas complices, je ne vais pas dire ça, ils sont même d'ailleurs éventuellement adversaires, mais l'Europe là-dedans. Et je pense pour moi, je lui vois 2 issues, une positive, une malheureusement négative, où elle réussit à se consolider autour de la défense, de la recherche, de l'intelligence artificielle, de toutes les choses nouvelles qui arrivent, ou bien elle éclatera petit à petit. Alors elle a été faible sur les droits de douane. Il n'y a pas eu de réponse. Par contre, sur l'Ukraine,
il y a eu un sursaut. Il y a eu un sursaut, et il y a eu un sursaut parce que les Européens sont imprégnés d'histoire. Ils ont une mémoire que ne semble pas avoir Donald Trump. Ils savent que ça ne s'arrêtera pas. Ils savent que ça ne s'arrêtera pas et qu'il faut, au contraire, arrêter le tsar, le dictateur de Kremlin. Il faut l'arrêter. Alors peut-être qu'il faut lui faire des concessions. Ça, c'est pas à nous d'en décider, c'est aux Ukrainiens. Mais il faut l'arrêter. Et j'ajoute même, les pays baltes sont dans l'OTAN. Heureusement qu'ils y sont. Parce que s'ils n'y étaient pas, il y a bien longtemps qu'ils auraient été captés par Poutine. Et donc, il faut faire attention. C'est la même chose on n'en parle pas beaucoup de ce petit couloir entre Kaliningrad et la Biélorussie. Ça s'appelle le couloir de Suwałki. Si ceux qui nous écoutent ont un atlas, qu'ils aillent regarder. Il suffirait que ce couloir soit pris en charge par les Russes pour isoler les pays baltes. Je pense qu'il y a donc 3 empires. Et face à ces 3 empires, il n'y a que notre continent modèle. Maintenant, il n'est pas uni comme un État. Non, mais c'est le continent de la démocratie. Et de ce point de vue-là, Samuel Petit, nous avons encore des élections. Et avant les présidentielles, il y a les municipales. On va voter dans 2 mois pile, le 15 mars et le 22 mars, on vote aux municipales. 3 villes sont tenues par le PS aujourd'hui en Bretagne, Rennes, Brest et Quimper. Et on peut ajouter Nantes, c'est pas très loin. On peut ajouter Nantes, ce qui ferait une 4e. Vous êtes optimiste pour les 4 villes, y compris celles que vous avez dirigées? Non, alors je suis ni optimiste ni pessimiste, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel va être l'acte de l'électeur dans l'isoloir. On ne sait pas. Et donc, je dirais que chaque ville a une chance sur 2 de gagner ou de perdre. Le sortant peut gagner, le sortant peut perdre. Parce que quels vont être les critères de vote quand l'électeur va rentrer dans l'isoloir? Il va être plus politique. Là, je suis d'accord avec Mélenchon. Mélenchon dit, vous vous trompez. Ça va pas être une élection décrochée du débat national. C'est la dernière élection avant la présidentielle, et c'est la seconde fois que ça arrive sous la Ve République. La dernière, c'était 2001. D'habitude, la municipale, elle est après ou longtemps avant. Non, cette fois, c'est la dernière, et elle va être totalement prise par les débats nationaux. Quels vont-ils être? Alors, on a vu que les socialistes faisaient des alliances un peu précipitées avec les écologistes. Oui, oui, parce que les écologistes, ils ont surtout peur de perdre les villes qu'ils ont. Voilà, surtout. C'est pas du tout une alliance d'amour, c'est une alliance d'intérêt. Et puis, on présuppose qu'ils feront des alliances de dernière minute entre les 2 tours avec les insoumis, même si c'est pas garanti. Alors ça va être un problème stratégique pour le Parti socialiste. J'ai vu que la position d'Emmanuel Grégoire à Paris, parce que ça, c'est la bataille de Paris va être une bataille extrêmement médiatisée. Paris et Marseille. Paris et Marseille, exactement. Et les villes tenues par les écologistes, est-ce que ça... Grenoble, Lyon. Voilà, Grenoble, Lyon, Bordeaux, etc., Strasbourg. Est-ce que ça tient ou est-ce que ça tient pas? Et à Paris, Emmanuel Grégoire a dit clairement, il n'y aura pas d'alliance au second tour avec LFI. Alors, est-ce qu'il tient sa parole ou pas? Si c'était moi, je ne suis pas candidat, je ne ferai pas d'alliance avec les LFI. Je l'ai fait quand j'étais... Pour ma première élection, quand j'étais maire, avec le Parti communiste, je dis non, il n'y aura pas d'alliance ni au premier ni au second tour. Et j'ai tenu parole. Et la question se pose à droite aussi. Pareil, elle se pose à droite. Parce que là, on a vu par exemple de fortes poussées, c'est du jamais vu, du Rassemblement national en Bretagne. Il y aura, et ça va se confirmer d'une façon ou d'une autre. Le Rassemblement national n'est pas forcément implanté par ces personnes, mais il est implanté dans les électeurs. Et la question de la sécurité va peser. La question de la sécurité va être très très importante parce que les gens vivent ça quotidiennement. On a l'impression que les socialistes se réapproprient le sujet de la sécurité, mais avec une pince à linge sur le nez quand même. Un peu sous la contrainte. Oui, alors les socialistes ont fait une convention sur la sécurité. Que j'ai lu, parce que je suis peut-être un des rares encore à lire les conventions du Parti socialiste, qui s'est montré favorable aux polices municipales, ce qui n'était pas le cas avant, et favorable aux polices municipales, y compris en les intercommunalisant, et qui s'est même montré favorable à l'armement de la police municipale, en laissant bien sûr aux
au maire la décision de le prendre. Donc c'est une révolution, hein. Mais l'explosion du narcotrafic a beaucoup déstabilisé. Bien sûr. Que ce soit la mairie de Nantes, de Rennes, même de Brest. Partout. Cette affaire du narcotrafic est en train d'irriguer la France. Petit à petit. Alors, ça part beaucoup de la zone marseillaise, mais ça a l'air de remonter le couloir rhodanien. Hein. Et après, de suivre d'autres filières routières ou ferroviaires. Hein. Et tout ça pèse sur l'électorat. C'est pour ça que, pour revenir à votre question tout à l'heure, c'est très difficile de dire quel va être le résultat final, d'autant que le mode de scrutin... Des quadrangulaires, à votre avis? Oui, il peut y en avoir, parce qu'à partir du moment où le mode de scrutin permet à toute liste qui a fait 10% des suffrages exprimés, pas du tout inscrits, peut se maintenir. Et si elle fait entre 5 et 10%, elle ne peut pas se maintenir, mais elle peut fusionner. Alors ça change tout. Et ça se fait entre le dimanche soir, 20h, et le mardi, 18h. Et dans ce contexte, est-ce que vous avez l'impression que le socialisme breton a fini sa mue? Bon, déjà, on a l'impression qu'il manque de leadership, il y a encore des questions qui ne sont pas traitées. Où en est le socialisme breton après ce que certains d'entre eux effrayés dans la Macronie? Est-ce qu'il bouge encore au-delà du Lab Braise? Il y a un Lab Braise qui existe. Oui, il y a le Lab-Braise, c'est le Jean-Yves Le Drian. Moi, j'en suis membre, d'ailleurs. Et avec, est-ce qu'il infuse de nouvelles idées, ce Lab-Braise? Non, il n'a pas de nouvelles idées, si on peut dire. Mais il traite, par quelques assemblées générales, avec des invités de haut rang, il traite un certain nombre de sujets d'actualité. Et ce qui me frappe à chaque fois, c'est le monde. C'est le monde. Vous parlez du monde. Regardez ce qui s'est passé au Danemark, gouvernement socialiste, qui a réduit l'extrême droite, mais en prenant des mesures extrêmement drastiques sur la sécurité et sur le contrôle de l'immigration. Bien sûr, mais ça, les socialistes français ont un mal avec ça. Ils sont sur la sécurité et l'immigration, ils sont, j'allais dire, malheureux. Leur sujet, c'est la solidarité, l'inégalité, la justice. C'est la gauche no border, voilà, sans frontières? Ah non, c'est pas no border. Ça, c'est Mélenchon qui est no border. Hein. Les socialistes n'ont jamais été sans frontières. Ils sont pour accueillir dans des limites. J'ai regardé d'ailleurs la phrase de Mitterrand de 81. J'ai pris ça pour vous le dire. La proposition 81 de François Mitterrand, c'était « Le plan fixera le nombre annuel de travailleurs étrangers admis en France ». Rendez compte un peu, Mitterrand. C'est les quotas. 45 ans après, personne n'a mis ça en place. C'est Mitterrand qui le dit. Et je pense que les socialistes ont été, j'allais dire, sur cette ligne, parce qu'aujourd'hui, la question migratoire, j'entends dire, pour certains, c'est une chance pour la France. Ça, c'est... Pour d'autres, ça n'est pas une chance. Ça, c'est Retailleau. C'est une malchance. Ouais. Mélenchon, c'est la créolisation, c'est le nouveau peuple, c'est ce qu'a dit Delogu, c'est ce qu'a dit Bilongo. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, c'est pas la question. L'immigration est un besoin. C'est tout. Quand vous faites plus de bébés... Dans certaines limites, peut-être. Hein. Alors après, exactement. Après, c'est les limites. Jusqu'où vous allez, comment vous allez. Mais Madame Meloni, en Italie, a dit qu'elle ne ferait pas de régularisation. Elle l'a fait pour 450 000. Oui, mais c'est une immigration plus choisie. Alors, le problème en France, c'est que les immigrés ne s'intègrent pas ou mal. Oui, alors exactement. Alors pas y compris parce que aujourd'hui, on aiguise beaucoup, notamment chez les jeunes générations, le ressentiment colonial qu'il n'y a pas en Italie. Le ressentiment colonial, en fait... L'impensée coloniale. L'impensée coloniale, l'impensée décoloniale, etc., qui est différent de... Les Anglais pourraient connaître ça. Une haine du passé. Oui, et les Anglais ont aussi eu une grande colonisation, mais pas de peuplement, à notre différence. Et en plus, ils ont un système assez communautarisé qui n'est pas le nôtre. Et donc, les populations étrangères... Conclusion, parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Conclusion de ce que vous dites, de cette spécificité française? Moi, j'aime la France et je veux qu'elle reste comme elle est. Très bien, ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci Bernard Poignant et merci Samuel Petit. Et la France, elle évolue et elle ne restera pas totalement comme elle était dans les années 60, malgré la nostalgie qui n'est plus ce qu'elle était. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau Café du Commerce.